Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dans laquelle vous allez humer et vibrer. Je suis Laetitia Nallet, journaliste, heureuse de partager avec vous ce moment, cette aventure, alors que nous sommes abreuvés d'informations et de visuels via les réseaux sociaux. Eh bien, comment nous motiver pour nous donner encore envie de nous déplacer? Peut-être bien en affolant nos sens et en éveillant nos émotions. Le design sonore et le design olfactif qui l'accompagne sont là donc pour créer de nouvelles expériences et pour nous faire vibrer. Comment renforcer l'identité d'un lieu avec le design sonore et le design olfactif? Comment les intégrer dans le retail? Et quels sont les pouvoirs de l'ouïe et l'odorat finalement? Eh bien, ouvrez vos oreilles pour cette conférence car c'est parti. Et je vais tout de suite vous présenter nos invités. Alors, Jean-Yves Le Porcher, bonjour. Alors, Jean-Yves, vous êtes CXO de l'IRCAM Amplify. Absolument. Qu'est-ce que c'est que l'IRCAM Amplify? L'IRCAM Amplify, c'est la division privée de l'IRCAM, qui est le plus grand centre de recherche en France et probablement au monde sur la musique et le son. Et notre métier chez IRCAM Amplify, c'est d'amener toutes les recherches artistiques et scientifiques de l'IRCAM aux marques qui veulent s'emparer des pouvoirs du son. Mazen Nasri, vous êtes créateur, directeur de création, créateur, fondateur de Magic Studio. Qu'est-ce que c'est? Alors Magic Studio, c'est un studio de design et d'innovation entièrement dédié à l'olfaction, avec une démarche interdisciplinaire et multisensorielle, puisque notre équipe est constituée de designers, de scénographes, d'architectes et d'experts parfums et qui sont réunis autour de projets communs. Et Laurence Castagny, bonjour. Vous êtes adjointe au directeur du Musée national de la Marine en charge du développement culturel et des publics et vous êtes surtout celle qui a eu l'idée donc de commander ce design sonore et olfactif. Dites-nous déjà un peu ce que c'est que ce musée de la Marine, qui est à ne pas confondre avec l'hôtel de la Marine. Hein. Absolument. Le Musée national de la Marine, c'est un musée en réseau. C'est 6 sites en France, donc un à Paris, un à Brest, un à Port-Louis, à Rochefort et à Toulon. C'est un musée qui présente une des plus anciennes collections d'objets de marine. On représente toutes les marines, donc la marine de guerre qui est la plus connue, mais aussi marine de loisirs, marine marchande, marine de commerce. Il est situé donc place du Trocadéro à Paris. Et là, on voit la majestueuse entrée. On va peut-être commencer, Jean-Yves, par expliquer un peu ce que c'est que le design sonore. Parce que le design, ok, on connaît, mais le design sonore, c'est quoi? On pourrait comparer le design sonore aux arts appliqués. La différence fondamentale, par exemple, entre un artiste musicien et un designer sonore, c'est que l'artiste musicien, lui, va travailler pour transmettre une émotion, une sensation qu'il a eue, etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose lié à une expression de quelqu'un. Lorsqu'on fait du design sonore, c'est le même métier que le design industriel ou que le design de lieu. Moi-même, je suis designer industriel. Le design sonore, c'est vraiment travailler avec un projet, travailler avec un propos, transmettre une émotion, faire véhiculer un message, transmettre l'ADN d'une marque. Donc c'est de la création sonore, musique et son, mais avec des contraintes, on va dire, industrielles, des contraintes de diffusion. Et définir donc une identité aussi, évidemment. Par exemple. Et depuis quand ça existe finalement, le design sonore? C'est tout nouveau ou depuis quand on parle de design sonore? Le mot design sonore est assez récent, mais en réalité, si on regarde bien par le passé, déjà par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle, quand un commanditaire, un riche marchand commandait une toile avec sa présence à l'intérieur d'une scène de la Bible, par exemple, on était déjà dans une création avec une volonté de communication. On pourrait dire que, par exemple, les hymnes nationaux seraient un peu les précurseurs du design sonore, puisque c'est en général une commande d'un État qui demande à un musicien de transmettre un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs d'un pays. Ça peut être des valeurs guerrières, des valeurs de rassemblement, etc. Donc, le design sonore, c'est vraiment la volonté de créer de la musique ou du son avec un objectif précis. Oui, alors c'est quoi les objectifs? Donc, vous l'avez un peu dit déjà, c'est l'identité. Oui, alors il y a deux grandes familles dans le métier qu'on fait, nous, au niveau design sonore. Il y a tout ce qui est lié au son des interfaces. Donc là, on est plutôt sur de l'ergonomie sonore. Donc les sons d'interface, c'est tous les sons que vous entendez quand vous utilisez vos smartphones, vos appareils électriques ou même quand vous êtes dans votre voiture. Donc ce sont des sons qui vous font passer un message. Par exemple, tu n'as bientôt plus de batterie, je suis en fonctionnement. Enfin, tous ces messages, donc c'est vraiment de l'ergonomie sonore. On appelle ça d'ailleurs des earcones, qui est la contraction de icône et de ear comme oreille. Donc earcone, c'est vraiment l'icône sonore.
Et même le claquement de la porte, finalement, il est travaillé Voilà. pour faire un bruit spécial. Alors, c'est ça. Ça, c'est la deuxième dimension du design sonore. La première, donc je l'ai dit, c'est les sons d'interface. La deuxième dimension, c'est vraiment les sons organiques des objets, c'est-à-dire les sons que font les objets lorsqu'ils fonctionnent. Donc c'est le claquement de la portière, c'est le bruit de la cafetière pour se faire un expresso chez soi. C'est tous Donc ces tout ça, sons. c'est retravaillé, c'est pas le son que fait la machine, quoi. Alors, assez souvent, c'est retravaillé, mais depuis peu. Hein. Nous, on a commencé à faire des projets comme ça il y a 1 an ou 2. Donc on est quand même sur un métier qui est très récent, sur une prise de conscience qui est très récente, puisqu'on s'aperçoit que les sons organiques des objets transmettent un message de l'objet sur la qualité perçue, sur est-ce que je suis un objet pour la famille, est-ce que je suis un objet pour le luxe. Donc tous ces sons-là doivent être maîtrisés et les marques commencent à s'en rendre compte et donc on a de plus en plus de demandes sur ce qu'on appelle les sons organiques. Un petit mot quand même sur la photo qu'on voit, parce qu'on ne Ouais. sait pas trop ce que c'est. Hein. Alors ce qu'on voit là, c'est une chambre anéchoïque. Donc c'est une des pièces maîtresses de l'IRCAM, c'est un endroit fascinant. Chambre anéchoïque, anéchoïque ça veut dire qu'il n'a pas d'écho. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une chambre sourde. Et on va s'en servir pour mesurer des objets sonores sans aucun écho. Je vous invite à y aller, à pénétrer dans cette pièce, puisque au bout de quelques minutes, vous n'entendez plus que vos propres sons, vos propres battements de cœur. Ah ouais. Et c'est vraiment un endroit assez incroyable au cœur de l'IRCAM. Et c'est ouvert au public, on peut y aller? Non, Non, malheureusement. ah bah, Non. voilà. Donc c'est pour les quelques happy few qui auront la bonne idée de nous contacter. On les emmènera dans cette chambre sourde. Ouais, c'est pas mal. Moi, ça me tente en tout cas. On va tout de suite découvrir une application très concrète de votre travail avec l'empreinte sonore et olfactive du musée de la Marine. Alors, Laurence Castagny, tout a débuté avec vous. Comment vous avez eu cette idée de faire appel à Jean-Yves et à Mazen pour créer un design olfactif et un design sonore? Alors, c'est une idée qui est partagée avec Véronique Pintran, qui est la chef de notre département marketing et public, qui n'a pas pu être là malheureusement. En fait, l'idée, c'est que le Musée national de la Marine, dans son site au Trocadéro de Paris, a été fermé pendant 6 ans pour travaux. On a entièrement rénové le musée, donc entièrement revu l'architecture, la scénographie. Et avec Véronique, on était à la fois dans un questionnement sur l'immersion, comme la plupart des lieux culturels, donc l'immersion par la scénographie, et à la fois dans la réflexion sur la stratégie de marque. Et donc on s'est dit, poussons le curseur jusqu'au bout, comment solliciter tous les sens, ce qui est aussi un gros travail qu'on fait en médiation, puisqu'on a des dispositifs de médiation qui font appel au nez et à l'oreille. Il y a aussi d'autres odeurs qui sont diffusées, d'autres ambiances sonores. Créons pour la marque même cette immersion. Et cette immersion d'abord inconsciente et sensorielle, c'est une dimension très très importante pour la rencontre avec les œuvres ensuite. Tout ça est lié à l'œuvre. Et donc, on a pensé d'abord à une identité olfactive avec Magic et Mazen, qui est diffusée dès l'entrée du musée. Et ça marche super bien. On voit des enfants, notamment, qui font quelques mètres à l'intérieur du musée. Ils n'ont encore rien vu. Et ils disent « ça sent la mer ». Ce qui est, Mazen en parlera mieux que moi. Et pourtant, ce ne sont pas les odeurs de mer. Et on s'est dit ensuite, dans un deuxième temps, continuons et faisons aussi un design sonore, une empreinte sonore, une signature qui n'appartiendra qu'à nous et qui ne sera pas non plus une simple illustration. Et c'est aussi là qu'on rejoint la création. C'est là notre rôle de musée, c'est qu'on travaille aussi avec Magic et avec l'IRCAM Amplify, comme avec des créateurs et avec des artistes. Oui, ça va plus loin qu'une simple rénovation ou restauration, c'est incroyable. Mazen, expliquez-nous un peu comment on définit la signature olfactive d'un lieu. Alors c'est une très très bonne question, puisqu'il s'agit quand même d'une grande responsabilité de créer la signature olfactive d'un lieu historique et qui se veut aussi présent dans un monde contemporain avec une nouvelle architecture, un nouveau parcours muséal plus sensible, plus sensoriel, plus immersif, également une nouvelle identité visuelle. Et c'est à partir de cet existant, du coup, que nous avons travaillé. Il fallait également se projeter, évidemment, parce que les repérages se faisaient pendant le chantier. Et du coup, il y a toute une écriture de direction artistique qui se met en place, et notamment certains outils, comme vous pouvez le voir sur l'écran, comme la roue olfactive que nous avons créée pour le musée, et qui nous permet de nous rendre compte à quel point la richesse olfactive d'une entité est forte, par le biais d'entrée, comme vous pouvez peut-être le lire, qui sont les thématiques du parcours muséal. Donc la puissance navale, évidemment, le commerce, les enjeux écologiques. Et en fait, je dirais qu'on définit la signature d'un lieu à partir d'une série d'intentions. Effectivement, déjà, nous avons décidé de nous focaliser sur cette roue dans toute la dimension nature et émotion.
Et ça fait poser quand même pas mal de questions sur justement qu'est-ce que la mer de manière intemporelle et universelle. Et c'est pour ça que nous avons vraiment décidé de nous fonder sur la pleine mer. Donc on n'est pas sur un retour de plage, on n'est pas sur la proue d'un bateau, on est vraiment en pleine mer, dans le grand bleu, si je peux me permettre, entre le ciel et les profondeurs. Et cela nous permet justement de définir des notes, mais également des textures et des motifs. On retrouve ça également évidemment dans le son. Donc voilà pourquoi les ponts entre les différents sens sont intéressants. Et voilà. Et juste pour terminer, effectivement, il était important pour nous de dire que nous allions créer l'odeur du Musée national de la marine et non pas un parfum d'ambiance qui interprète, comme la parfumerie commerciale, l'identité de la mer et les notes marines. Et comme les architectes ou les designers, vous travaillez aussi avec des moodboards. Oui, exactement. Ici, comme vous pouvez le voir, le moodboard est assez vaste, puisque nous pourrions nous dire l'odeur de la mer, c'est uniquement l'odeur des embruns, des notes salines, etc. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que cela. Je parlais de texture tout à l'heure, on parle de texture aérienne, on parle de texture minérale également dans l'olfaction, on parle également de notes animales. Voilà, on a utilisé par exemple avec... la parfumeuse qui a travaillé sur ce projet, donc j'en profite pour la citer, il s'agit de Nathalie Lorson de la société Firmenich, de DSM Firmenich, pardon. Et du coup, l'ajout de l'algue verte, par exemple, de l'absolu d'algue verte, pardon, de la part de Nathalie Lorson, apportait ce côté vraiment brut et nous faisait nous connecter davantage avec le réel dans l'odeur de la mer. Le design sonore est donc arrivé dans un second temps. Est-ce que, Jean-Yves, vous êtes d'abord inspiré du design olfactif pour travailler? Comment ça se passe? Alors oui, complètement. C'est assez rare. C'est un cas de figure qu'on n'avait encore jamais rencontré. D'habitude, on travaille avec nos clients qui sont très souvent les designers des maisons, donc des maisons de luxe ou des maisons automobiles. Et on utilise une méthodologie qui vient de l'IRCAM, qui s'appelle la méthode SPIC. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Là, en fait, on a utilisé cette méthodologie, mais pour la première fois, on n'utilisait pas simplement un moodboard visuel, mais également un moodboard olfactif. Ce qui était assez nouveau, très inspirant pour nous, les designers, et surtout pour les designers sonores de l'équipe d'IRCAM Amplify. Et donc, on a travaillé, vraiment, on a rebondi sur les pistes qu'avait dégagées Mazen avec Véronique et avec Laurence sur, justement, qu'est-ce qu'on veut raconter par rapport à ce musée de la marine. On n'est pas là pour illustrer, ça sent pas la mer au sens où ça sent pas le varech, ou ça sent autre chose, ça inspire la mer, ça nous donne la sensation qu'on est près de la mer. Et donc on a dû faire ce travail aussi. C'est vrai que quand on pense au saut de la mer, le premier réflexe c'est le bruit du ressac, mais en fait on devait traduire la pleine mer. Et on devait traduire aussi l'aventure humaine, puisque ça parle aussi beaucoup de la marine marchande, de la marine de guerre, de toutes les marines. Donc ça a été un travail vraiment passionnant. Et donc on a travaillé sur la base du travail qu'avait déjà mené Mazen, puis on a amené une dimension sonore supplémentaire. Laurence, expliquez-nous un peu concrètement comment ça se passe pour le visiteur, parce que j'imagine qu'on ne sent pas l'odeur partout et qu'on n'entend pas la même musique partout. Alors pour l'empreinte olfactive, l'idée, comme je vous le disais, c'était de l'avoir dès le hall. Et effectivement, on rentre de la place du Trocadéro qui est très agitée, etc. Et ce qu'on voulait, c'est que tout de suite le visiteur soit dans l'ambiance et sans s'en rendre compte. Donc l'odeur dès le hall. Dès le hall d'entrée. Et comme on va vous faire participer, on va tout de suite vous distribuer des petites mouillettes avec l'odeur qui a été designée par l'équipe de Magic. Et attendez, après, il y aura aussi le son. Vous allez pouvoir vous immerger un peu dans ce musée. Allez-y alors donc. Et donc on l'a dès l'entrée, comme le disaient Mazen et Jean-Yves, ce n'est pas une illustration, il faut que ça évoque, que ça préfigure l'expérience qu'il va y avoir ensuite. On est dans cette dimension d'immersion. On avait un sujet aussi, il ne fallait pas que l'odeur soit trop forte, parce qu'on est un musée pour lequel l'accessibilité universelle est hyper importante, et c'est ce que Magic et Jean-Yves ont très bien compris aussi. Il fallait que ça reste présent, mais assez subtil, de manière à ne pas gêner les gens qui soient hypersensibles. C'était une signature, ce sont des signatures qui sont pour tous. Donc il faut que ça reste une expérience agréable pour tout le monde. Donc on le sent au début. Ensuite, on s'en sert aussi lors de différents événements. Et on a aussi fait un produit dérivé avec une petite céramique. Comme ça, les visiteurs peuvent emporter ce souvenir de l'empreinte olfactive du musée. Ok, alors écoutez, je vous propose, vous avez les mouillettes, ça y est, vous êtes en train de sentir ce design olfactif. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, il y a une moitié, il y a qu'une moitié qui a les mouillettes. Ah, on arrive, et on va vous mettre le son, ce qui va vous permettre de nous dire ce que vous ressentez peut-être. Allons-y. Hop. Alors c'est là. Un mot, Jean-Yves, peut-être sur cette empreinte sonore? Oui, alors on l'utilise, on a deux versions. On a cette version courte qui nous sert pour annoncer les messages dans le musée, qui nous sert lorsque vous téléphonez au musée, sur les vidéos corporate du musée. Et comme le disait Laurence à l'instant, on a travaillé une version beaucoup plus longue qui, elle, va plutôt être une atmosphère sonore qu'on a en quelque sorte aquarellée. Parce que là, vous l'avez vu, les ingrédients sont puissants. On entend les humming des marins, on entend les bagades, on entend la cloche de quart. Donc c'est vraiment des sons qui sont très présents, très puissants. Donc il fallait, comme le disait Laurence, que pendant le moment de visite, on propose quelque chose de beaucoup plus doux. Donc on a un peu aquarellé ces composants. Et vous pourrez l'écouter d'ailleurs sur le site du musée et de DIRCAM Amplify. On peut écouter cette ambiance sonore qui va permettre tout au long de la visite, accompagnée par l'ambiance olfactive, de projeter votre cerveau dans un autre endroit. On est ailleurs et on a le temps de découvrir les collections. Allez, Donc, pour la partie gauche du public qui a les mouillettes seulement maintenant, je vous remets la musique, d'accord? Okay. Ah, mince, on va y arriver. Il faut que j'aille en arrière. C'est là. Ah! Faut que j'appuie 2 coups. Ah, mais quand 2 coups, je vais loin. Ah, je ne sais pas si je vais y arriver à nouveau. On peut dire, Laetitia, peut-être, pendant vais en arrière. vous cherchez, c'est que ce qui a été intéressant aussi dans ces deux signatures, c'est que on a travaillé sur les valeurs du musée. C'est que Est-ce que certains d'entre vous ont envie de dire quelque chose sur cette expérience-là que vous venez de vivre? Est-ce qu'il y a des mots comme ça qui vous viennent, que vous avez ressentis en sentant cette odeur et en écoutant cette musique? Levez la main et puis on vous apporte un micro si jamais vous avez envie de dire quelque chose. Là devant, on a une... Vous avez un micro? Allez. C'est intéressant de savoir ce que vous avez ressenti. Allez-y, dites-nous. Je me présente, je suis le papa de Mazen. Vous êtes le papa de Mazen? Donc, alors, parti pris. Je vais vous dire, J'ai bien fait de l'inviter. Hein. Avec nos 5 sens, là, oui. L'olfactif, pour moi, c'est le numéro 1 et le sonore, c'est numéro 2. Et quand on va utiliser, on se programme toujours pour vraiment l'apprécier au maximum, on ferme les yeux. Oui, c'est vrai. Et toujours, quand on goûte quelque chose, quand on aime, on fait n'importe quoi dans la vie. C'est vrai. On ferme les yeux. C'est joli. Même quand on regarde. Hein. Ouais. Quelqu'un a envie de dire autre chose ou pas? Non, pas tout de suite. Je peux peut-être rebondir sur ce que vous disiez. On parle beaucoup du son aussi comme un des premiers sens qui se développe chez l'être humain, hein, dans le ventre de sa mère. Le premier contact, un des premiers contacts qu'on a avec le monde extérieur, c'est le son. On l'a tous vu, tous les pédopsychiatres en parlent, diffuser de la musique, parler au bébé dans le ventre. Donc c'est vraiment, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire monsieur, c'est vraiment l'odorat et le son sont deux sens presque primals. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'on vit sans vraiment se rendre compte qu'on les vit. C'est une des différences aussi avec le regard, c'est que les oreilles et les narines n'ont pas de paupières finalement. Donc en fait, on sent et on entend en permanence, même quand on n'en a pas envie. Donc quand c'est des choses agréables, bah, c'est super, mais quand c'est de la pollution sonore ou de la pollution olfactive, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de travailler le son. En tout cas, je parle pour ce qu'on fait chez DIRCAM Amplify. C'est que c'est vraiment un sens qui vient nous chercher très profondément dans l'enfant qui sommeille en nous. Et c'est aussi pour ça que c'est si important de s'en occuper. Ça réveille des émotions, c'est ça un peu, Mazen, le pouvoir aussi du design olfactif? Oui, exactement. Je pense que tous les sens nous connectent au monde, hein, et c'est ça qui est assez incroyable. Nous sommes tous nés avec des organes des sens et il faut en profiter pleinement. Et c'est vrai que
L'olfaction a cette particularité, les récepteurs olfactifs ont cette particularité d'être connectés directement avec la partie limbique du cerveau, qui sont donc responsables de le traitement des souvenirs et des émotions. Et en fait, techniquement, nous ressentons et vivons des émotions avec les senteurs avant même de les comprendre. Et donc ça prouve à quel point c'est extrêmement puissant, et c'est pour ça d'ailleurs que l'on n'oublie jamais, par exemple, l'odeur d'un lieu qui nous est cher. Et vous, Laurence, c'est du coup une odeur et un son que vous entendez quotidiennement ou pas quand vous allez travailler? Alors, l'empreinte olfactive, oui, parce que forcément, elle est tout le temps dans le musée, sauf aux 2 créneaux qu'on appelle en scénographie adoucie. On a 2 temps dans la semaine où on baisse toute l'intensité lumineuse, sonore et donc olfactive, notamment pour les publics du spectre autistique. Mais oui, et en fait, on l'a même dans les bureaux maintenant. Tellement vous l'aimez. On l'a même dans les bureaux, et c'est vrai que pour la signature sonore, moi j'entends beaucoup parce que, comme le disait Jean-Yves, on le met aussi au début de nos podcasts, on la met en ambiance sonore quand les gens s'installent pour des conférences qu'on a plusieurs fois par semaine. Donc voilà, c'est cette identité du musée aussi. Oui, vous appelez ça une empreinte, une signature, effectivement. Alors, vous venez de parler tous de l'émotion, et évidemment, et je pense que vous avez ressenti quand même des choses en sentant cette odeur et en écoutant cette musique. Mais la musique, c'est aussi de la science. Absolument. Donc, je le disais tout à l'heure, l'IRCAM, c'est un centre de recherche hybride entre de la recherche artistique et de la recherche scientifique. Donc, c'est de la recherche sur les neurosciences, ce qu'on appelle la psychoacoustique, c'est-à-dire la manière dont nos émotions vont être guidées par des sons. Le son avait une vocation ergonomique il y a très longtemps. Quand on entend le craquement d'une branche, c'est que peut-être il y a un prédateur. Donc, quand on était encore des hommes préhistoriques, on va dire, presque des animaux. Et donc, on voit bien que le son est très puissant. Et donc, ce qui est exploré à l'IRCAM, justement, c'est toute la chaîne de valeur du son, par des scientifiques, par des ingénieurs du son, par vraiment des métiers très variés. Et nous, on a reproduit chez IRCAM Amplify un petit peu ces équipes pluridisciplinaires. On a chez nous une PhD qui fait vraiment ses recherches doctorales sur le son et les émotions. On a des psychoacousticiens qui vont mesurer l'impact d'un son, soit pour vérifier que vous avez bien compris un message, soit pour vérifier l'émotion dans laquelle vous êtes. Et donc c'est pour ça que viennent nous voir les marques. C'est souvent parce qu'elles ont envie soit de susciter des émotions nouvelles, soit au contraire de mieux maîtriser ces émotions. Ça peut être un musée, ça peut être des lieux de retail, ça peut être des grands hôtels, des spas, tous ces lieux où on a envie de favoriser une expérience multisensorielle. Chez le dentiste, vous devriez faire un truc qui rassure. Alors voilà, il y a des choses qui peuvent se faire en effet dans ce domaine. Et donc la science, elle est vraiment partout, en tout cas dans notre travail chez IRCAM Amplify. Elle est en début de projet avec la méthode SPEAK, qui est une méthode scientifique pour aider nos clients à mettre des mots sur les sons, ce qu'on a fait ensemble, puisqu'on a tous beaucoup de vocabulaire pour le goût. On a beaucoup de vocabulaire pour l'odorat, pour les couleurs, pour les matières, alors surtout ici à Maison Objet. Mais quand on veut parler du son, un son lourd, un son léger, un son fluide, un son rugueux, ça devient plus compliqué. Et donc la méthode SPEAK, qui est donc cette méthode scientifique qui vient de l'IRCAM, on l'utilise pour faire ce premier territoire sonore, pour aider nos clients à parler son. Et ensuite, on va pouvoir commencer à travailler avec les équipes de design sonore. C'est-à-dire, Laurence, que l'IRCAM vous a demandé de mettre des mots pour définir des sons? Oui, on a fait plusieurs ateliers, plusieurs heures à chaque fois. Et je vous avoue que la première fois, on a été tous très déstabilisés. C'est ce que dit Jean-Yves. C'est très compliqué de qualifier les sons, de qualifier ce qu'on veut, de qualifier aussi de façon sonore des valeurs. Et donc, ça incite aussi le client, en l'occurrence, à s'interroger sur sa propre identité. Donc et je pense qu'on a été pas meilleur, mais on était un peu plus aguerris, un peu plus préparés au deuxième. C'était vraiment un accompagnement qui était très enrichissant pour nous aussi. Et finalement, ça a été le cas pour vous deux, que ce soit un design sonore ou un design olfactif, vous mettez des mots. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Mazen, avec votre roue aussi, sur laquelle vous mettez des mots. Oui, exactement. On met des mots, on met des images. De plus en plus aussi, on écoute des sons. En fait, c'est vrai que la dimension olfactive est, chez Magic, toujours attachée justement à une dimension multisensorielle et interdisciplinaire. Et c'est les regards justement des différents membres de l'équipe, qui sont des designers, des scénographes, je le disais tout à l'heure, qui vont penser différemment la senteur au niveau de la création, mais tant également dans la technique, c'est-à-dire de son rapprochement à l'espace ou à l'objet lorsqu'on parle de design.
Alors finalement, éveiller nos sens, créer de nouvelles expériences, on a bien compris que c'est super, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça rapporte finalement? Ici, on sait que dans le public, il y a beaucoup de professionnels. Si vous avez une boutique, un hôtel, un restaurant, un musée, pourquoi pas? Ok, créer du design sonore ou du design olfactif, mais est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Déjà, Laurence, vous, le retour que vous avez là-dessus, est-ce que quel retour vous avez finalement? On a deux sujets qui sont toujours les mêmes pour le musée. Notre premier souci, c'est le public, le client pour une entreprise privée. Avec ces deux empreintes, en fait, on prépare le public à la rencontre avec les œuvres. C'est-à-dire qu'on le coupe du quotidien, on le coupe de la rue, on l'ancre dans notre lieu, dans notre marque, dans notre musée, dans ce qu'il va voir dans la rencontre avec les œuvres. Ça, c'est super important. C'est vraiment la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'en tant que marque, on crée notre identité et une identité 360, qui est visuelle, bien sûr, comme tout le monde, comme la plupart, mais de la compléter par cette immersion qui va faire que quand vous pensez au musée de la Marine, vous ne penserez pas forcément qu'à des œuvres, mais à un état émotionnel, sensoriel dans lequel vous étiez et qui vous ramène à une expérience qu'on espère avoir été très agréable. Vous me disiez tout à l'heure, et là vous ne le redites pas, c'est dommage que quand on va au musée de la Marine, on ne dit pas je vais au musée, mais je vais à la mer, à Paris, c'est ça? Oui, c'est en fait la particularité du site parisien du musée de la Marine, c'est que c'est le seul lieu dédié à la mer à Paris, je pense enfin, à la mer, au bateau, parce que nous, notre sujet, c'est la mer, les hommes et les bateaux. Moins la biodiversité qui est très bien traitée par le Muséum d'histoire naturelle, par les aquariums, etc. Nous, on est vraiment sur l'aventure humaine. Et autant il y a plusieurs lieux sur nos littoraux, autant à Paris, on est le seul. Avec par exemple en ce moment une expo sur le Vendée Globe. Hein. Absolument, en solitaire. Et on commence l'exposition justement par une création sonore d'un skipper qui avait embarqué à l'édition précédente des tas de micros et qui travaillait avec un DJ qui s'appelle Molécule et donc qui nous a créé pour l'exposition ce sas sonore. Mmh. Alors, donc je reviens à ma question là. Qu'est-ce que je vais gagner avec si je fais appel au design sonore? On va peut-être parler de vos clients là, Jean-Yves et Mazen. On mesure deux choses. Nous, on mesure ce qu'on appelle, alors c'est des mots un peu barbares, mais on appelle ça le ROI et le ROX. Et le ROI, tout le monde connaît, Return on Investment. Le ROX, pardon, c'est Return on Experience. Parce que nos clients, qui sont des marques privées, hein, on voit là un exemple d'un projet qu'on a fait pour L'Oréal, on travaille beaucoup avec les maisons du groupe LVMH. Évidemment, ils souhaitent tous faire vivre de meilleures expériences à leurs clients, mais avec quand même un objectif qui est de vendre plus, ou en tout cas de fidéliser plus, ou de se démarquer. Et donc nous, on va mesurer, c'est pour ça que je parlais de science vraiment au début, au milieu et à la fin. On a un exemple concret là. Ouais, on va pouvoir l'écouter. Vraiment, on cherche à mesurer aussi quel impact ça a sur le visiteur, le consommateur ou l'utilisateur, hein, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Et donc effectivement, ce qu'on montre là, et on révèle d'ailleurs des chiffres début mars, d'une nouvelle étude qu'on a menée, où on voit que les taux de conversion, pour parler de manière plus business, sont très bons lorsqu'il y a du son sur un site web, par exemple. Alors, est-ce qu'on entend le son là-dessus? Non, on va voir, c'est peut-être là. Voilà, là c'est des résultats, c'est ça de... Absolument. Donc le son de ce parfum qui s'appelle Infrared, on l'a mesuré sur 2 sites web différents, un avec le son, un sans le son. Et on s'aperçoit que quand il y a une capsule sonore à proximité du flacon, on s'aperçoit de 2 choses. D'abord, les intentions d'achat augmentent de pratiquement 40%, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez significatif. Et on s'aperçoit aussi que les verbatims, quand on interroge les personnes qui ont mené cette expérience, ils sont beaucoup plus en capacité de décrire les composantes clés du parfum que lorsqu'ils ont juste vu une image et quelques lignes de texte. Parce que justement, ce son, alors bon, on ne l'a pas entendu, mais vous pourrez une fois de plus aller l'écouter, va vous permettre, c'est une capsule sonore qui va vous permettre de comprendre le parfum. Je réessaye, mais je ne suis pas sûre. Hein. Ah non, il n'y a rien à faire. Hop. Bon, raté. Ça ne marche pas tous les coups. Voilà, en tout cas, voilà, on fait ça souvent. Ah, si, voilà. Ça y est.
Voilà, donc on vient de voir avec un exemple très très concret qu'effectivement, il y a des résultats, et ça c'est important. On vient de parler de plusieurs exemples, il y a d'autres applications. Ce qu'on voit là, c'est vous qui allez prendre la parole, Mazen, c'est ça? C'est pour... C'est pour la maison Krog, donc une maison de champagne qui appartient au groupe Moët Hennessy. Et il s'agissait d'un événement qui invitait des chefs triplement étoilés à concevoir des dégustations mets et vins pour leurs invités. Et ici, nous avons créé un espace immersif et multisensoriel qui disséquait les ingrédients qui allaient être préparés pendant cette dégustation. Donc c'était pour vraiment prendre conscience de la singularité, de la patience qui est vraiment présent dans justement ces ingrédients, et de faire un pont évidemment avec toutes les valeurs de la maison de champagne et de sa manière d'élaborer ces vins. Et ici, par exemple, nous avons en vidéo une expérience. Regardez à droite, la vidéo, la fumée qui s'échappe. Enfin, pas fumée, les odeurs, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est un nuage parfumé, techniquement. Et ici, nous avons 3 piments, en fait, qui invitent à découvrir justement ces 3 senteurs qui sont de plus en plus piquants au niveau, justement, du nez. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir une vision sur des ingrédients de manière multiple. On voit en premier plan également des champignons. Ici, l'idée, c'est qu'on a reproduit l'odeur de ces champignons, donc la cèpe, la girole et la coulmelle, en exagérant l'arôme que présentaient ces champignons pour vraiment prendre conscience aussi, lorsque l'on cueille un champignon, que des notes se présentent au nez. Et donc, en fait, ici, il y a un pont qui est évident entre le goût et l'odorat. On parlait de pont entre les différents sens. Le goût, c'est majoritairement composé d'olfaction et plus précisément de rétro-olfaction. C'est pour ça que les ponts sont assez évidents aussi. Et on se rend bien compte ici que l'on peut définir des expériences assez intéressantes justement pour connecter ces 2 sens. Alors un autre... Oui, vous voulez dire quelque chose? Absolument, je voulais rebondir sur ce que disait Mazen à l'instant. Nous, on exploite beaucoup un phénomène neurologique du cerveau qui s'appelle la synesthésie. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce phénomène. Les gens qui sont particulièrement sensibles à cette synesthésie, on appelle ça des synesthètes, les plus connus étant Vassili Kandinsky et Pharrell Williams, par exemple, pour faire un pont entre 2 périodes. Et donc nous, on va vraiment utiliser ça, cette capacité du cerveau à remplacer un son par un autre, un sens par un autre, pardon, lapsus. Donc par exemple, on va pouvoir sentir un parfum avec le son. On va pouvoir avoir l'impression de toucher une matière, donc ce qu'on appelle l'haptique, le sens du toucher, avec un son. Donc on va vraiment utiliser cette capacité du cerveau à remplacer un sens par un autre pour transmettre, par exemple, quand on est devant un site web, on ne peut pas sentir un parfum. Et de ce fait, nous, on va le faire écouter. Donc on utilise beaucoup les phénomènes neurobiologiques qui vont nous permettre de faire vivre une expérience encore plus importante. On l'a fait récemment pour Guerlain, sur 2 nouvelles fragrances de Guerlain, où pendant qu'on sentait le parfum, on pouvait également écouter le son, pour que l'expérience soit vraiment amplifiée. Alors, on a un visuel Guerlain, mais il est un peu plus loin. Là, on voit encore Krug, c'est ça? Oui, alors ça, c'est un projet de Jean-Yves. Exactement. En fait, on s'est aperçu en travaillant avec Mazen sur le projet du musée de la Marine, et puis en préparant cette conférence avec toi, on s'est aperçu qu'on avait pas mal de clients en commun, notamment Krug. Donc ça, c'est un projet qu'on voit qui a été fait par l'IRCAM, par les équipes de l'IRCAM, où on entend le son des vins jeunes pendant qu'on les déguste. Ce qu'on voit là, c'est le mur des 420, donc c'est toutes les essences premières du champagne Krug. Et ce qu'on voit au plafond, ce sont des enceintes qui ont été faites sur mesure, qui sont aussi des éclairages, pour vraiment proposer une expérience de grande qualité. Puisque nous, notre métier chez IRCAM Amplify, ce n'est pas seulement de créer les sons, c'est aussi d'être les architectes sonores, d'aider les architectes à concevoir un lieu qui soit propice à la diffusion du son. Autre exemple, là, c'est dans le retail avec Nespresso, Magique. Mazen, c'est vous? Oui, alors toujours un pont entre le goût et l'odorat. Donc, il s'agit de dispositifs olfactifs que nous avons produits pour les boutiques Nespresso et qui permettent de découvrir toute la richesse aromatique des grandes familles du café, et de choisir désormais ses capsules Nespresso, non pas que pour sa puissance et sa couleur, que l'on connaît bien, mais également pour ses arômes. Voilà, et c'est joli en plus, franchement, des très très jolis objets. Alors là, je voulais juste rebondir sur ce que disait Jean-Yves, à quel point justement les sens viennent influencer
les autres. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes constitués justement de designers, je parle de magique, de designers, d'architectes et de scénographes. Et en fait, les odeurs ont un impact par rapport à leurs effets, leurs textures et les notes, aussi sur les objets. Alors par rapport à leur forme, mais par rapport à ici, par exemple, le bois, qui présente pour chacune des familles aromatiques des motifs et des textures que l'on peut d'ailleurs toucher et qui ont été pensés en fonction justement de chacune de ces grandes familles aromatiques du café. Autre exemple, donc ça, c'était pendant les fêtes pour Dior. Oui, un très beau projet de cette fin d'année qui a fait beaucoup parler de lui. Donc là, on a travaillé avec l'équipe Visual Merchandising de Christian Dior Couture. On reconnaît ici l'adresse Avenue Montaigne, qui est vraiment un des plus beaux endroits de Dior dans le monde, avec le musée Christian Dior notamment. Et nous, là, on a travaillé sur l'architecture sonore, c'est-à-dire l'emplacement exact des sources sonores, la façon dont on allait travailler et diffuser le son, puisque ça aussi, c'est une des spécialités de l'IRCAM. Et on a créé donc un certain nombre de sons pour illustrer les vitrines. On entend notamment la voix de Christian Dior, on entend le cliquetis des horloges, les coucous, puisque Christian Dior était un grand collectionneur de coucous. Donc ça nous a beaucoup inspiré pour la création sonore. Et donc chaque vitrine proposait une immersion. C'était très très beau, l'équipe est vraiment douée. Et un défi, parce qu'il fallait que la musique, le son soit perceptible quand on était dehors, mais pas qu'il vienne brouiller la vitrine d'à côté. Absolument. Et donc, je sais de quoi je parle, parce que forcément, il m'a raconté, j'y suis allée. Et c'était génial. C'était assez beau. Et donc voilà, on a fait en sorte effectivement que toutes les vitrines communiquent bien les unes entre les autres pour une expérience sans couture, comme on dit, c'est à la mode, seamless. Et c'était vraiment très, très agréable. Et puis, tous les quarts d'heure, il y avait un show que les gens attendaient avec impatience. Il y avait énormément de monde sur ce carrefour, c'était vraiment super. Et donc un show avec une composition, une création d'IRCAM Amplify, où on utilise notamment le son des coucous comme un élément mélodique, puisque ça faisait partie intégrante, quand on a fait l'atelier Speak, donc avec les équipes Christian Dior Couture, ça faisait partie intégrante du briefing. Voilà. Autre exemple, donc vous l'avez cité tout à l'heure, Guerlain. Oui. Et puis, on va partir maintenant à l'Institut du monde arabe. Mazen, ça c'était un de vos projets aussi? Oui, exactement, parce qu'on parlait de retail et de signature olfactive pour des musées. Mais ce sont les expositions aussi qui sont très ouvertes aujourd'hui aux odeurs. Alors, ça s'explique, le fait que ça soit récent, par rapport à la valeur technique justement qu'on a pu développer ces dernières années. Puisque effectivement l'odorat, contrairement aux autres sens, est particulière. Et du coup, il est assez complexe techniquement de réunir autant d'odeurs, donc 30 pour le cas de Parfums d'Orient à l'Institut Monde Arabe, donc autant d'odeurs dans un même espace, dans un même parcours muséographique, sans qu'il y ait de mélange, en sachant qu'il ne fallait pas non plus saturer le nez des visiteurs. Voilà, et là c'est toujours le même endroit, on voit cette vidéo. Ça, c'est l'odeur, c'est ça, dès qu'on s'approche de... Exactement, donc nous avons conçu 9 installations avec 30 senteurs qui jalonnaient le parcours d'exposition. Donc juste en 2 mots, Parfums d'Orient, c'est une exposition qui traite des parfums du monde arabe de l'Égypte antique à aujourd'hui, avec des objets anciens, beaucoup d'œuvres aussi contemporaines. Et du coup, il était impensable pour les commissaires d'exposition du musée de ne pas intégrer, de ne pas amener le visiteur à sentir justement toute cette richesse historique. Ici, par exemple, nous avons l'envolée des fleurs. Donc, ce sont 3 alambics un peu futuristes sur lesquels, en fait, il s'agissait de souffler sur un capteur pour provoquer une tornade florale et ainsi diffuser une senteur associée à la fleur. Donc, pour la rose, la fleur d'oranger et le safran. Et donc, techniquement, effectivement, il fallait pouvoir sentir l'odeur de la fleur associée et non pas qu'il y ait de mélange avec les fleurs d'à côté. Alors, autre projet, le sillage de la mémoire, ça c'était pour la Nuit Blanche, c'est ça, à Saint-Eustache? Exactement, donc c'est les touches à sentir que vous avez... Voilà, on est en train de vous distribuer à nouveau des odeurs à respirer. Donc le sillage de la mémoire, c'est une collaboration artistique avec Guillaume Cousin, qui est un artiste plasticien, qui a construit cette œuvre qu'on voit sur la gauche, et qui est un canon à particules qui produit des anneaux de fumée géants, donc des vortex. Et nous avons... alors moi, je suivais le travail de l'artiste depuis longtemps, et je l'ai appelé pour lui proposer de produire son œuvre version multisensorielle, en créant une senteur et un design sonore qui venaient se synchroniser avec la machine. Et ici, ce sont les anneaux qui étaient parfumés et qui parfumaient ainsi l'espace. Donc on a une vidéo juste après, il me semble, qui permet de
voilà, prendre conscience un petit peu de l'immensité du projet. Et donc c'était dans le cadre de l'exposition Nuit Blanche, C'est beau. le temps d'une nuit. Et ça s'est Génial. passé dans l'église Saint-Eustache. Ça devait être un moment magique, ça. Hein. Exactement. Magique. Je n'ai pas fait exprès, mais Je- ça vous va pas Je mal. ne connaissais pas encore Mazen, j'y étais et C'est vrai c'était incroyable. Ah ouais. C'était incroyable et c'est vrai que l'odeur a permis aux gens, aux visiteurs comme moi, de rester beaucoup plus longtemps. Et donc c'est vrai que sur une installation comme ça d'art contemporain, vous regardez un anneau, 2 anneaux, vous partez. Et en fait, la signature olfactive qu'il y avait, le parfum, moi je l'ai vu parce que ça m'est arrivé, puis j'entendais les gens discuter, les gens sont restés. Mhm. Ça crée une sorte de méditation, de bien-être, de lien avec l'œuvre qui fonctionne vraiment très bien. Mhm. C'est très beau, très Et poétique. c'est important pour moi de préciser donc que c'est Anne Ayo, également de DSM Firmenich, qui a conçu cette senteur, avec comme inspiration la Voie lactée, puisque pour elle, il s'agissait vraiment d'accompagner cet anneau de fumée. Et voilà, et tout est fondé autour d'un sublime santal, avec beaucoup de musc, qui permet d'apporter vraiment une sensation de légèreté et très aérienne à la note. Et je précise qu'au départ, vous n'avez pas une formation de parfumeur, Nazen. Non, pas du tout, effectivement. Donc, moi, je suis plutôt directeur artistique parfum. Donc, mon travail, c'est je suis narrateur, on va dire. Et, toute cette narration vise à créer des installations multisensorielles. Et donc, j'accompagne les designers, les scénographes et les parfumeurs, un peu comme un chef d'orchestre, finalement, dans la conception, justement, d'une écriture, d'une direction artistique. On a encore un exemple avec un autre client, ça c'est pour vous, Jean-Yves, c'est Vuitton. Oui, on travaille assez souvent avec les maisons du groupe LVMH, notamment Louis Vuitton. Et là, on avait travaillé sur ce que je disais tout à l'heure, donc les sons d'interface, mais également sur la qualité sonore de l'objet, hein, puisque souvent ces maisons n'ont pas forcément de département interne. Donc nous, on intervient IRCAM Amplify en tant que partenaire pour développer l'électronique, l'acoustique. On est en train de faire plein d'autres très beaux projets. Et là, donc, on a surtout travaillé sur les sons d'interface. Donc c'est pareil, hein, je le disais tout à l'heure, nous on mesure aussi, lorsqu'on fait de l'haptique ou de l'acoustique sur un objet, on va mesurer aussi le ressenti. Est-ce que notre public cible est conscient et comprend bien l'intention du son d'interface, de la fameuse earcone? Est-ce qu'il comprend ce que ça tend à lui dire? On le fait également sur de l'haptique, le sens du toucher, où on va vérifier si une signature haptique, hein, la vibration qu'on a tous dans nos téléphones, si j'ai bien compris ce qu'elle me dit. Est-ce que j'ai compris qu'elle me dit tu as reçu un nouveau message, etc. Donc c'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment la science au cœur du design. Donc on utilise nous toutes les méthodologies du design industriel et on y ajoute une couche neuroscientifique et psychoacoustique pour s'assurer que nos créations sonores et haptiques soient pertinentes avec notre public cible. Est-ce que le design sonore et le design olfactif sont applicables dans tous les domaines, déclinables à l'infini ou pas? Allez, je démarre. Alors je pense que oui, et je pense que cela est dû justement à tous les ponts qui existent, je me répète, avec les autres sens. Je sens dans les différents projets sur lesquels on travaille, on est amené à travailler sur de l'événementiel, du retail, des projets éducatifs également, des projets artistiques, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que lorsque l'olfaction s'intègre dans une dimension multisensorielle, c'est là où les possibilités sont infinies, justement. Et on le voit avec Jean-Yves, notamment sur un projet dont on ne peut pas parler aujourd'hui, pour le moment, en tout cas, qu'effectivement, les ponts sont incroyablement affinés. Ouais. Oui, j'ajouterais aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, le son est partout. Et nous, on s'aperçoit qu'il faut vraiment qu'on arrive à bien qualifier ce son si on veut que l'expérience soit de qualité. Et on a une grande chance, c'est que Instagram était très muet. TikTok a remis le son au goût du jour. C'est devenu même un axe clé de TikTok. Donc ça a permis de réveiller aussi les marques sur la dimension sonore. On a une chance aussi, c'est que depuis quelques années, on a des appareils, des enceintes, des AirPods de très bonne qualité pour vivre une bonne expérience sonore, même sur un site web. Et puis on s'aperçoit que les marques aujourd'hui, notamment les marques de luxe, qui ont poussé tous les curseurs de qualité, de magasins incroyables, etc., cherchent à sortir de la foule, à sortir un peu leur identité, et que le son est un formidable allié pour ça, puisqu'ils vont pouvoir vraiment se servir du son pour laisser une empreinte mémorable sur une expérience. Donc pour vous, ce n'est pas une tendance passagère? Absolument pas, non. Je pense que là, on est vraiment au tout début, nous on le voit, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a des demandes de partout, on a beaucoup de projets qui naissent. Donc je pense qu'on est vraiment dans une tendance pour s'approprier une dimension qu'on avait finalement oubliée.
Mais voilà, je crois que c'est à méditer pour vous, les professionnels. Peut-être que c'est à insérer dans vos prochains projets, le design olfactif et le design sonore. En tout cas, c'est déjà ce qui s'est passé au musée de la Marine. Et il paraît que quand on arrive place du Trocadéro et qu'on entre à l'intérieur de ce musée, grâce à ces 2 designs ajoutés, on est vraiment dans une autre expérience qui est absolument incroyable. Donc pour conclure, le design sonore et olfactif contribue, vous l'avez vu, à l'identité de marque, à créer une expérience aussi et fait vendre. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles et sentons pour mieux vibrer, vivre pleinement les expériences. Et puis n'oubliez pas d'aller sur le salon Maison et Objets, découvrir Home Fragrance, parce que carrément, il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur Maison et Objets. Allez vous enivrer de bonnes odeurs. Merci à tous les 3. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir été là. Merci à tous. Les vidéos sont à retrouver évidemment sur le site du salon Maison et Objets. Bonne journée.